السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الأستاذ علي يحيى عبد النور لا حاجة لنا في تقديمه، معروف بمواقفه، معروف بتحاليله، ومعروف أيضا بجرأته السياسية وجرأته الحقوقية وجرأته القانونية في دفاعه عن الإنسان أي كان هذا الإنسان. وإذا كان الأستاذ علي يحيى عبد النور من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، فما بالك بحق الشعوب في تحررها من أنظمة الاستبداد ومن أنظمة العنف ومن الأنظمة اللا شرعية ومن الأنظمة الدكتاتورية التي لا تؤمن بحق الشعب في التعبير عن نفسه، التي لا تؤمن بالتغيير، التي لا تؤمن بالتداول على السلطة، التي لا تؤمن بالحريات الفردية والجماعية، التي تؤمن فقط بذاتها، بمصالحها، بوجودها على حساب الإنسان، على حساب الشعوب، على حساب الدول. كثيرة هي الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان كما عندنا، كثيرة هي بلدان أخرى والجزائر نموذج من ذلك حيث تقهر الشعوب، وأهم من ذلك هناك من الدول التي نجد الأنظمة السياسية فيها مستعدة لكي تبقى في الحكم حتى على حساب انهيار الدولة الوطنية، تفكك الشعب، تفكك المجتمع، وأمثلة على ذلك كثيرة في الجزائر، في السودان، وفي مناطق أخرى في العالم العربي والإفريقي. احنا سنحاول اليوم مع الأستاذ علي يحيى عبد النور أن نفهم، أن نقارب، ولكن أن نحاول معه أيضا من عمل من أجل الخروج من هذه الورطة. Alors, je suis ravi aujourd'hui de parler, de discuter avec Maître Ali Yahya Abd el-Nour. Il n'a nullement besoin d'être présenté. Il est connu pour ses positions à travers le monde. Un grand défenseur, activiste et défenseur des droits de l'homme, des droits humains et de la personne, comme il aimerait les qualifier. S'il défend les droits de l'homme et de l'individu et de la personne, bien sûr qu'il défend les droits des peuples à se libérer des jougs, des pouvoirs totalitaires, des régimes despotiques, etc. Je ne vais pas trop m'attarder sur la présentation. Il n'aime pas trop qu'on le présente parce que ce sont ces positions qui le présentent. Alors, Maître Ali Yahya Abd el-Nour, vous pouvez intervenir dans la langue que vous voulez. Vous êtes un avocat de plus de 60 ans. Vous intervenez dans la langue que vous voulez, mais ce que nous souhaiterions savoir aujourd'hui, كيف عشت أحداث الانتفاضة الجزائريين، انتفاضة الشباب الجزائري، هذه الثورة العنيفة التي عبرت عن نفسها بوسائل مختلفة، بدأت بالتأوه وانتهت إلى العنف. Comment vous avez vécu les événements qui viennent de secouer et qui continuent dans des zones différentes, dans des foyers de tension un peu partout? Comment vous avez vécu cette révolte populaire? Merci. D'abord, avant d'aborder la situation d'aujourd'hui, je crois qu'il faut situer la situation déjà pendant la guerre de libération et à l'indépendance. Vous savez, la révolution, ce n'est jamais celui qui la commence qui en profite. C'est toujours le dernier qui la termine et qui la tire à lui comme un butin. C'est ce qui s'est passé en Algérie. C'est le dernier. C'est-à-dire Boumediene et son équipe, qui n'étaient pas au début de la déclaration, mais qui ont fermé cette révolution et qui l'ont tiré à eux comme un butin. Ce qui fait que, quand on a occupé, l'armée des frontières a occupé l'Algérie, elle a remplacé le colonialisme. Elle n'est pas venue pour libérer le peuple algérien, elle est venue pour occuper la place que le colonialisme avait occupée avec la violence et la force. Voilà d'abord, pour revenir. Donc voilà, c'est le même système avec Bouteflika qui continue avec cette différence. C'est que Boumediene, quand même, c'était un fils de paysan, et moi j'ai été l'ancien ministre de l'Agriculture avec lui. Il voulait que ce soit les paysans
qui ont été à la base de cette révolution, qui sont allés dans les maquis et qui ont été les premiers à libérer la révolution, qui profitent de cette révolution. Or, toute l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe de Oujda qui était autour de lui, ne voulait pas d'une réforme agraire ni d'une révolution agraire. Ils voulaient un régime qu'ils ont instauré après, c'est-à-dire un libéralisme sauvage, qui profite à une petite minorité qui remplace celle des colons. Donc il y a eu libération du peuple algérien, mais il n'y a pas eu libération de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de faire de l'Algérien qui était un sujet avec l'occupation un indigène, un citoyen, avec tous ces droits de citoyen. Or, nous sommes restés un sujet. Vous et moi, nous sommes toujours encore des sujets, nous ne sommes pas des citoyens, nous n'avons pas le droit, même si on veut le conquérir, de participer à la vie sociale, politique, intellectuelle, à la décision. décision. C'est ce que j'appelle, nous sommes des avant-projets de citoyens. Voilà, nous sommes des sujets comme nous l'étions sous le régime colonial. Pour revenir à notre question immédiate. Pour revenir à la situation d'abord, moi je déplore une chose, ce sont les jeunes qui sont en prison actuellement, qui sont très nombreux. Apparemment, il y a une chasse contre les jeunes. De Annaba jusqu'à Tlemcen, dans tous les tribunaux et dans les 22 wilayas où les événements, pas seulement le sont des wilayas, mais dans toutes les villes importantes ou même des villages, les jeunes sont arrêtés actuellement et ils veulent passer devant les tribunaux s'il n'y a pas une réaction. Quel est le problème? Quand les événements ont commencé mercredi dernier... Est-ce que d'abord Maître Ali Abnour s'y attendait? Oui. Est-ce qu'il y ait un éclatement pareil? Est-ce qu'il y ait une implosion, une explosion, une révolution comme ça? Vous savez, moi je suis la réalité algérienne comme tous les Algériens. Je pense, moi je m'attendais à cette situation après le 3e mandat de Bouteflika. Pourquoi? Parce que avec Zerouel, la constitution de 96 avait fixé le mandat à 2. Nulle part, ni au Brésil, ni même en Russie, où on a accepté justement de ne pas dépasser, de ne pas réviser la constitution pour justement faire un 3e mandat. Bouteflika a révisé la constitution uniquement pour faire un 3e mandat, ou bien un mandat à vie. Et c'est là que vraiment la constitution du pays, où les institutions du pays ne sont pas respectées, avec les élections que nous connaissons tous et qui sont tous trafiquées, truquées jusqu'à présent. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu quand même, avec tout ce qui s'est passé avant, une rupture entre le peuple algérien et le pouvoir qui occupe l'Algérie depuis 1962, qui ne tient pas compte de ce peuple et qui veut lui imposer par la violence et par la force ce qu'il veut. Donc, mais si vous permettez, Maître Ali Abnour, la violence en Algérie, la violence sociale, la violence économique, la violence politique et la violence physique et symbolique, le terrorisme n'a jamais cessé. Les foyers de tension se sont démultipliés à travers le territoire national depuis l'arrivée de Bouteflika, c'est-à-dire depuis 1999, il y a eu des dizaines de milliers de foyers de tension. L'éclatement qui a marqué cette période de foyers de tension depuis 1999, c'est 2001 avec le printemps noir en Kabylie, mais ce printemps noir qui a continué à travers des répliques permanentes jusqu'à l'éclatement, jusqu'à l'implosion, jusqu'à la révolte populaire en 2011. Donc, il y a un marasme, il y a un malaise généralisé, il y a une situation de mal-vie, il y a un rejet total du pouvoir qui explique justement cette situation. Qu'en pensez-vous? Je vous demande de me laisser continuer mon raisonnement. Après le 8 avril 2009, où le président a eu un 3e mandat, il y a eu l'été une rupture entre les deux forces qui dirigent le pays, c'est-à-dire Bouteflika avec la présidence de la République, qui a voulu à ce moment-là préparer l'avenir, pas son avenir à lui, mais l'avenir de la génération
qui a occupé l'Algérie en 1962, parce que c'est le même régime politique qui existe depuis 62. La preuve, c'est que lui-même était en 62 et il y est encore. Il a 74 ans, ils ont tous plus de 70 ans, 80 ans. Ils étaient très jeunes pendant la guerre de libération, mais maintenant ils font. Alors que dans les pays civilisés, ils deviennent de plus en plus jeunes pour diriger le pays. Bref, c'est-à-dire, après, il y a eu des problèmes. Une rupture, vous avez dit. Une rupture entre la présidence et le DRS. Donc il y a une rupture parce que le DRS ne voit pas l'avenir comme le veut Bouteflika. Est-ce que c'est son frère ou quelqu'un? Mais il veut maintenir le système politique tel qu'il a existé depuis 1962. Et les autres, ils veulent détenir les rênes du pouvoir et désigner eux-mêmes celui qui doit le succéder. À partir de ça, comme vous l'avez dit, on a eu des émeutes partout. Entre 5 et 15 émeutes depuis cet été dans tous les villages, rues d'Algérie, pour n'importe quoi. Pour la distribution du logement, pour le chômage, pour n'importe quoi, les gens. Pour les routes, le gaz. Mais jusqu'à présent, vous savez, ces manifestations, ces émeutes ont favorisé le pouvoir. Je vais vous dire pourquoi. Nous, sur le problème des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on a vu? On arrête, il y a des manifestations dans un village, on arrête quelques-uns. Mais on va voir tout de suite les pères, les parents. On va leur dire, votre fils, on va le mettre en prison, on va le condamner légèrement, mais il faut que tu fasses, le père doit faire pression sur son fils pour qu'il ne revienne plus. On donne même un peu d'argent au père, vous savez, on a beaucoup d'argent. Ah bon, hein, on donne de l'argent? On donne de l'argent au père, mais on fait pression sur lui, soit les deux. S'il n'est pas d'accord pour ça, et on lui dit, va dire à ton fils que je regrette ton geste. Et même les jeunes, ils sont mécontents. Pourquoi? Parce que quand ils sont en prison, personne ne les défend. Il n'y a pas, même les organisations ne peuvent pas être partout, dans n'importe quel village. Et puis immédiatement, parce qu'on les présente tout de suite devant le procureur, devant la justice, en flagrant délit, ils se disent, voilà, finalement, j'ai voulu manifester, je ne trouve personne pour me trouver, je ne trouve que mes parents. Vous savez, quand on est en prison, on ne retrouve que les amis et les parents. Ce qui fait que ça les arrange. Mais le problème, est-ce que quand ça dépasse 3 wilayas, quand ça dépasse 3 wilayas, où le ministère de l'Intérieur ne peut pas maîtriser cette situation, ça pose non seulement un problème politique. Pourquoi c'est un problème politique? Parce que les Algériens ne sont pas seulement des tubes digestifs, ils sont consommateurs de liberté. Et comme vous venez de dire, ce qui fait, pour revenir à 2001, vous savez, 2001, ce qui s'est passé, c'est très grave. Il y a eu 126 morts en Kabylie. Le ministre de l'Intérieur, qui était Yazid Jarhouni à l'époque, non seulement il n'a pas été poursuivi en Algérie, mais même sur le plan international, nous n'avons pas voulu le prouver parce qu'il faut toujours situer dans ces problèmes-là, et je reviens à la question, quand il s'agit de l'élection importante du président de la République, il ne faut pas croire que ce sont les Algériens qui règlent les problèmes. Il y a l'extérieur qui joue un rôle très important, et notamment deux pays, l'Amérique et la France, qui jouent. Et eux, jusqu'à présent, même si l'Amérique, avec l'arrivée d'Obama, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Accra, quand il est arrivé à Accra, il a fait deux choses très importantes. Il a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. Elle a besoin d'institutions fortes. Exactement. L'Afrique n'a pas besoin de coups d'État pour changer la Constitution et établir de bons avis. Et souvenez-vous, Obama n'a pas présenté ses félicitations à Bouteflika qui venait d'être élu. Donc, si vous voulez, en Afrique, son premier mandat était fait. La France, c'est ses intérêts. La France a les intérêts, elle a intérêt même à ce que ça dure, comme je l'ai dit moi-même. La France des droits de l'homme, c'est terminé. Elle n'existe plus. La France, c'est ses intérêts. Elle n'est plus la patrie des droits de l'homme. Elle est même en Europe en retard sur beaucoup d'Européens parce qu'elle a des intérêts et elle veut défendre ses intérêts. En fait, Maître Nord, même la France des droits de l'homme de 1789, c'est fini aujourd'hui, mais c'est fini depuis le jour où la France elle-même, en tant qu'empire, est devenue un empire colonial. Elle a occupé des territoires à travers le monde. Les génocides, des crimes contre l'humanité. Bon, pour revenir à... Alors, vous avez dit... Oui, vous avez dit un truc très important. Vous avez situé la question avec la révision de la Constitution, c'est-à-dire la violation du texte fondateur de l'Algérie
Et par ailleurs, vous avez dit clairement qu'il y a un clash, qu'il y a une rupture entre la présidence de la République et les services de renseignement, c'est-à-dire le DRS. Est-ce que vous ne pensez pas, Maître Riyah, que cette thèse de rupture entre le président de la République et je ne sais qui, les forces de sécurité, DRS, etc., est-ce que vous ne pensez pas que c'est une thèse qui est consacrée par le pouvoir lui-même, mais en réalité, ils sont ensemble, c'est eux qui l'ont ramené, c'est eux qui l'ont imposé en 99, c'est eux qui l'ont imposé en 2004, c'est eux qui l'ont gardé après sa maladie en 2005, c'est eux qui lui ont préparé la révision constitutionnelle, et c'est eux qui l'ont encore imposé encore une fois en 2009. Comment vous expliquez ce paradoxe? Vous savez, jusqu'à présent, le DRS, c'est-à-dire l'armée, est toujours resté avec ceux qui ont occupé le pouvoir en 62. Que ce soit avec Boumediene jusqu'à 78 décembre, 27 décembre jusqu'à savoir, et après ce qu'ils sont venus, c'est-à-dire quels sont ceux, les décideurs de l'armée. Les décideurs de l'armée les plus importants, ce sont ceux des anciens des officiers de l'armée française. Il y avait quelques-uns qui ont venu, mais c'était eux qui détenaient, avec Nozar par exemple, qui est devenu ministre de la Défense et tout ça. On avait arrivé après Zerouel, mais il n'a pas dû jouer un peu. Donc ces gens-là ont voulu maintenir ce système, mais on disait donc que c'est eux qui décident toujours. Parce que quel est le problème, par exemple, aux dictatures d'Amérique latine en Algérie? C'est que les décideurs de l'armée n'ont jamais voulu jouer un rôle direct. C'est-à-dire... Ils restent derrière les rideaux. Ils restent toujours derrière, mais ils veulent que celui qui décide leur obéisse. Voilà. Or, ils sont arrivés avec quelqu'un qui a voulu jouer un rôle. Souvenez de Bouteflika quand il est arrivé, je ne sais pas, un 3/4 de présidence, etc., etc. Et puis après, avec l'argent venu, il a voulu au fur et à mesure nommer lui-même les chefs de région, etc., etc. Mais ça a duré jusqu'en 2004. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va passer vite parce qu'il faut revenir aux événements. En 2004, Piès, l'armée, le chef d'état-major, si vous vous souvenez, était contre. Il était contre au deuxième mandat de Bouteflika. Celui qui a permis à Bouteflika de jouer le deuxième mandat, c'est Toufik. Et Toufik revenait d'Amérique. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibrahim, c'est à ce moment-là que les Américains étaient sûrs qu'on allait privatiser notre seule ressource, c'est-à-dire les hydrocarbures dans le Sud. Et si vous vous souvenez, la loi qui a été acceptée par tout le monde, par l'Assemblée, et puis qui a été permettant aux Américains d'être propriétaires. Et ils le sont encore parce qu'on ne peut pas revenir encore, même si après on est revenu sur cette décision. Donc c'est à ce moment-là que Toufik a permis que Bouteflika soit élu en